maintenant. Alors, en ce qui concerne l'embryologie, j'allais dire une bêtise, mais juste avant mon topo, Freddy a rectifié, il le dira beaucoup mieux que moi tout à l'heure. Les testicules sont pas initialement intra-abdominaux, mais ils sont intra-pariétaux, et donc vous m'excuserez de cette erreur. Donc, qu'est-ce qu'il faut retenir dans tout ça? Qu'en fait, à 35 semaines, 95% des fœtus masculins ont leurs 2 testicules en place. Ce processus, il est sous la dépendance de plusieurs éléments, le développement des testicules, la sécrétion d'androgènes et en particulier la déhydrotestostérone, de l'insuline growth factor 3, et puis le scrotum lui-même résulte de la fusion de 2 bourrelets, et donc ce qui donne un aspect qu'on verra en imagerie de raphée sur la ligne médiane. Alors, anatomie échographique, vous voyez qu'au premier trimestre, on voit bien ce tubercule génital qui pointe en l'air. Avec les yeux de la foi, on voit qu'il y a des bourrelets scrotaux en dessous ce tubercule génital, mais c'est assez peu évident. Par contre, au deuxième trimestre, et alors c'est amusant parce que quand on regarde un peu vite, évidemment qu'on s'intéresse pas au scrotum fœtal, qui était mon cas jusqu'il y a quelque temps, eh bien effectivement, on s'aperçoit pas qu'on ne voit pas les testicules. Ici, au deuxième trimestre, clairement, ce scrotum est vide. Alors, quand on arrive un tout petit peu plus tard, voilà une image à gauche à 27 semaines, on voit les 2 testicules en place, et puis avec un tout petit peu de chance, eh ben, on se retrouve au moment où la migration testiculaire est en train de se produire, et on voit le canal inguinal, les testicules à mi-parcours dans sa descente vers le scrotum. Bien sûr, au troisième trimestre, c'est plus facile, surtout s'il y a un peu de liquide autour du testicule. Et on voit très bien le testicule et l'épididyme. On peut le voir en reconstruction 3D. Et puis l'aspect de raphée dont j'ai parlé tout à l'heure, eh bien on le voit très bien, en particulier en mode volumique. Alors, mon ami Aquiron avait publié une courbe sur la mesure du scrotum. Je l'ai sorti pour ce topo, mais j'avoue que ne pas l'utiliser. En ce qui concerne les anomalies du scrotum, donc évidemment j'ai dit contenant-contenu, donc je vais faire anomalie du contenant et je vais faire anomalie du contenu. Alors anomalie du contenant, c'est les anomalies dans le cadre d'un trouble de la différenciation sexuelle de type XY, c'est DSD XY comme on l'appelle ça aujourd'hui, les hypospades, les scrotums accessoires et l'extrophie vésicale. Alors, dans le cadre d'un trouble de la différenciation sexuelle de type XY, DSD XY, en fait, on a un pénis qui est très peu développé ou absent, on a un scrotum qui est volontiers anormal, bifide ou très hypoplasique, il n'y a évidemment pas d'organes génitaux internes de type utérus, et donc on ne va pas trouver dans cet espace entre la vessie et le rectum d'interposition d'organes, le SRY est positif, et le karyotype est évidemment 46XY. Alors voilà un certain nombre d'images que vous voyez ici, avec ce scrotum fendu, sur l'image 3D, le pointeur, j'ai pas de pointeur, c'est pas grave. Attends, j'ai ça. Voilà, ici, là, on voit très bien ces bourrelets scrotaux qui sont non fusionnés, et puis on retrouve ces images, ici encore, évidemment, des images de Sophie Couder, et puis ici aussi, ce scrotum bifide. L'hypospade, et alors j'en ai tout à l'heure parlé très rapidement, en fait le tulip sign qui a pendant longtemps été utilisé comme signe d'imprécision sexuelle, et en fait le tulip sign a été décrit pour cette histoire d'hypospade, et on voit effectivement, alors avec une imagination certaine, on y voit une tulipe. C'est pas faux, mais enfin bon, en tout cas, on voit effectivement ces deux images qui sont séparées, parce que le scrotum dans ces hypospades est la plupart du temps effectivement écarté, voire quasiment fendu, avec la verge qui vient se recourber dessus, et donc ce qui donne tout à fait cette image tout à fait caractéristique. Parfois, on a effectivement des images un tout petit peu plus délicates à interpréter. Alors, je confesse avoir volé cette image dans les revues, et en fait en particulier dans Ultrasound, et vous voyez qu'en fait ici il y a un scrotum accessoire. Pour ma part, j'en ai jamais vu, je ne sais pas si quelqu'un en a vu dans la salle. Alors évidemment ça c'est très connu et très piégeant, c'est l'extrophie vésicale.
Et l'extrophie vésicale, l'histoire, elle s'écrit toujours de la même façon. C'est les parents vous disent c'est quoi le sexe de ce bébé, et quand vous commencez à regarder, vous savez pas trop si c'est une fille, si c'est un scrotum, s'il y a un pénis, s'il n'y en a pas. Et donc là, il doit s'allumer une ampoule dans votre cerveau qui est, attention, est-ce qu'il n'y a pas une extrophie vésicale, car effectivement, si on l'a pas dans la grille de lecture de son échographie, d'appuyer sur le bouton Doppler pour voir les deux artères ombilicales de la vessie, on risque de passer à côté. Et donc, à partir du moment où, effectivement, on a vu qu'il n'y a pas de vessie, qu'il y a des reins et qu'il y a du liquide normal, on va aller regarder la distance entre le cordon et cette structure en relief qui, en fait, est la plaque basale de la vessie. Et donc, on va pouvoir en faire le diagnostic. Alors, anomalie du contenu maintenant, cryptorchidie, ectopie unilatérale, hydrocèle vaginal, torsion testiculaire et hernie inguino-scrotale. Alors, hydrocèle vaginal, vous connaissez tout ça, c'est du liquide autour des testicules qu'on voit en fin de grossesse, volontairement dans des formes tout à fait normales, et puis évidemment quand il y a une anasarque ou des épanchements très importants dans les séreuses, eh bien effectivement l'hydrocèle est tout à fait majeur. L'ectopie, entre guillemets ectopie unilatérale ou cryptorchidie, je vous rappelle donc que dans 35% des cas, les fœtus ont leurs deux testicules en place à 35 semaines. Donc quand on regarde ça à 35 semaines et qu'on voit pas de testicule ou un testicule, la question qui peut se poser, c'est on le dit ou on le dit pas, on l'écrit ou on l'écrit pas. Alors je pense que comme dans beaucoup de situations, il faut être extrêmement prudent dans ce qu'on va dire aux parents, mais je crois qu'il faut quelque part que ça soit mentionné pour que, évidemment, les pédiatres puissent regarder à la naissance si ces testicules sont bien dits descendus. Alors, une torsion testiculaire, je vais dire la première image que j'ai faite, c'est celle de droite. Et je suis arrivé, je me rappelle très bien, au staff de Necker en disant je ne sais pas quelle est cette image. Et les chirurgiens m'ont regardé avec un air condescendant en disant il s'agit évidemment d'une torsion testiculaire. Donc voilà, deux torsions testiculaires ici, puisque depuis maintenant, quand je vois cette image, eh bien je suis extrêmement à l'aise. Alors hernie inguino-scrotale, deux séries d'images, des images de Poissy de Thibaut Kibel, et puis des images ici, et je dis un petit mot comme Alain à nos confrères algériens, c'est Daman Ben Garbia qui m'avait envoyé ces belles images d'une hernie inguinale avec des anses intestinales, effectivement qu'on voit ici très bien dans ce scrotum. Alors en conclusion, c'est toujours difficile de caractériser le sexe fœtal par la seule imagerie. Je crois qu'il faut être extrêmement prudent et avoir une grande asepsie verbale quand on parle de ces problèmes, parce que si effectivement on commence par dire on ne sait pas interpréter le sexe, est-ce que c'est une fille, est-ce que c'est un garçon, vous imaginez bien ce qui va se passer dans la tête du couple. Et puis, donc évidemment, les examens génétiques sont indispensables, et il faut penser que ces anomalies génitales peuvent être la porte d'entrée dans de nombreux syndromes. J'en ai pas fait une liste exhaustive, évidemment, mais Charge, Cornelia, OIS syndrome, SLO, et tout ce que vous voudrez. Merci de votre attention.